Je m'appelle Pierre Morel, et à 83 ans, je pensais tout savoir sur la vie, sur l'amour, sur la famille. Je me trompais. Le vent glacial de janvier s'engouffrait dans les rues de Paris tandis que je contemplais la Seine depuis la fenêtre de mon bureau au dernier étage de la tour Morel. 47 étages, 47 années de sacrifices, de nuits blanches, de décisions difficiles. Cet immeuble, cette entreprise, tout cet empire, Morel Construction, je l'avais bâti avec mes mains calleuses d'ancien ouvrier. Personne ne m'avait rien donné. Je me souviens encore du jour où j'ai posé ma première pierre. J'avais 36 ans, un prêt ridicule et une détermination féroce. Ma femme Elisabeth, que Dieu ait son âme, m'avait regardé comme si j'étais fou. Pierre, nous avons à peine de quoi nourrir Roger et Guy. Ce n'est pas le moment de jouer aux entrepreneurs. Elle n'avait pas tort. Nos 2 premiers garçons étaient encore petits et l'argent manquait cruellement. Mais j'ai tenu bon. J'ai travaillé 16 heures par jour. J'ai embauché d'autres ouvriers quand les contrats sont devenus trop nombreux. J'ai ouvert des bureaux dans d'autres villes, puis dans d'autres pays. Raymond est né pendant cette période folle où l'entreprise explosait. André est arrivé 5 ans plus tard, alors que nous emménagions dans notre première maison bourgeoise du 16e arrondissement. 4 fils, 4 héritiers pour l'empire que je construisais pierre par pierre. Elisabeth n'a jamais vraiment profité de cette richesse. Un cancer l'a emportée il y a 20 ans. Je n'ai jamais remarié. Les affaires, mes fils et leur famille, c'était suffisant. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis versé un cognac, un Rémy Martin Louis XIII, 3000 € la bouteille. Une extravagance devenue banale avec les années. Ma main tremblait légèrement en portant le cristal à mes lèvres. L'arthrite peut-être, ou l'appréhension de ce que j'allais faire. L'idée m'était venue 3 mois plus tôt, lors du mariage de mon petit-fils, le fils de Roger. Une fête somptueuse à 500 000 € que j'avais entièrement financée. Au milieu des félicitations et des remerciements, une phrase m'avait frappé comme un coup de poing. Sans grand-père et sa fortune, on n'aurait jamais pu se marier comme ça. Pas sans grand-père et sa générosité, ou sans grand-père et son amour. Non, sans grand-père et sa fortune. Cette phrase avait tourné dans ma tête pendant des semaines. Elle s'était mêlée à d'autres souvenirs. Mes fils qui n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent, les réunions familiales où l'on discutait plus d'investissement que de sentiments, les regards envieux sur ma montre, ma voiture, ma maison. À 83 ans, une question me hantait soudain. Mes enfants m'aimaient-ils, moi, Pierre Morel, le vieil homme aux mains abîmées qui avait commencé comme simple maçon, ou aimaient-ils seulement le milliardaire que j'étais devenu? J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Catherine, c'est Pierre. J'ai besoin de ton aide. Catherine Roux, 47 ans. Elle n'était pas ma fille biologique, mais elle aurait pu l'être. Je l'avais connue quand elle avait 8 ans. Sa mère, Marguerite, travaillait comme comptable dans mon entreprise alors naissante. Quand Marguerite est morte d'une pneumonie foudroyante, Catherine s'est retrouvée seule. Son père avait disparu depuis longtemps. J'aurais pu simplement l'aider financièrement, lui trouver une famille d'accueil. Au lieu de cela, je l'ai prise sous mon aile. Catherine a grandi entre notre maison et les internats les plus prestigieux. Elisabeth l'aimait comme sa propre fille et mes fils la considéraient comme une sœur. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand elle a eu 20 ans, je lui ai proposé de l'adopter officiellement. Elle a refusé avec un sourire. « Pierre, vous avez été plus qu'un père pour moi. Mais je porte le nom de ma mère, et j'y tiens. Nous n'avons pas besoin de papier pour savoir ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Elle avait raison. Catherine était devenue journaliste, refusant systématiquement les postes que je lui proposais dans mon entreprise. « Je veux réussir par moi-même », disait-elle. Et elle avait réussi, modestement mais honnêtement. Elle vivait dans un petit appartement à Montmartre, voyageait pour ses reportages et venait dîner chez moi une fois par semaine, invariablement, sans jamais rien demander. 1 heure après mon appel,
Elle était dans mon bureau. « Pierre, vous avez l'air épuisé. Qu'est-ce qui se passe ?» Catherine était la seule à me tutoyer et à me vouvoyer alternativement. Une habitude étrange née de notre relation particulière. Je lui ai fait signe de s'asseoir et j'ai pris une profonde inspiration. « J'ai besoin que tu gardes un secret qui pourrait détruire la famille. » Ses yeux gris se sont plissés d'inquiétude. « Vous êtes malade ? » « Non. Mais j'ai pris une décision. Je vais prétendre être ruiné. » Je lui ai tout expliqué, mes doutes, ma peur de n'être aimé que pour mon argent, ce test cruel mais nécessaire que je voulais faire subir à ma famille. Catherine m'a écouté sans m'interrompre, ses mains jointes sur ses genoux comme lorsqu'elle était petite fille et que je lui racontais des histoires. « C'est une idée terrible, a-t-elle finalement dit. Vous allez les blesser. Peut-être, mais j'ai besoin de savoir. Et pourquoi me dire tout cela ? J'ai hésité. Parce que j'ai besoin d'un témoin, quelqu'un qui sait la vérité, mais qui ne dira rien. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je la testais elle aussi, différemment, mais je la testais quand même. 2 semaines plus tard, j'ai convoqué une réunion familiale d'urgence dans ma résidence principale, un hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Tous étaient présents. Roger, 41 ans, directeur commercial de Morel Construction, avec sa femme Céline. Guy, 44 ans, responsable des opérations internationales, avec son 3e mari Laurent. Raymond, 51 ans, directeur financier, seul depuis son divorce. Et André, 42 ans, le seul à avoir refusé de travailler dans l'entreprise familiale, professeur d'université, avec sa femme Nathalie. Catherine était là aussi, discrète comme toujours, assise légèrement en retrait. Personne ne s'étonnait plus de sa présence lors des réunions familiales. « J'ai quelque chose de grave à vous annoncer », ai-je commencé, la voix délibérément tremblante. Le silence est tombé immédiatement. Même les petits-enfants, habituellement collés à leur téléphone, ont levé la tête. Morel Construction est en faillite, j'ai tout perdu. J'ai laissé le choc se répandre dans la pièce avant de continuer. J'avais préparé une histoire élaborée, un investissement massif dans un projet au Qatar qui avait mal tourné, des partenaires malhonnêtes, des garanties personnelles que j'avais signées, exposant ainsi toute ma fortune. Les banques vont tout saisir. Cette maison, les voitures, les comptes. J'ai consulté les meilleurs avocats. Il n'y a rien à faire. Le visage de Raymond s'est décomposé le premier. Normal, c'était le directeur financier après tout. C'est impossible, j'aurais vu venir quelque chose comme ça. Tu étais trop occupé avec ta nouvelle petite amie à Courchevel, ai-je répliqué sèchement. J'ai géré ça directement. Par fierté, j'ai voulu régler le problème seul. J'ai échoué. Les questions ont fusé, les accusations aussi. J'ai laissé la tempête se déchaîner, observant chaque réaction, chaque regard, chaque geste. Catherine restait silencieuse, me fixant avec une tristesse que je ne pouvais pas totalement attribuer à son jeu d'actrice. « Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?» a finalement demandé André, toujours le plus pragmatique. « Ça veut dire que je suis ruiné, que vous n'hériterez de rien, sauf de dettes, que vos emplois chez Morel Construction n'existent plus, que dans 1 semaine je dois quitter cette maison et m'installer dans un petit appartement à Belleville que Catherine m'a aidé à trouver. » J'ai observé leur visage pâlir à mesure que la réalité les frappait, ou du moins ce qu'ils croyaient être la réalité. « Et nos actions dans l'entreprise ?» a demandé Guy, déjà calculateur. « Sans valeur. La société va être liquidée pour payer les créanciers. » Roger s'est levé brusquement. « Tu as pensé à nous avant de faire cette connerie au Qatar, à nos enfants. Tu as tout gâché. » La violence de sa réaction m'a surpris. Mon fils aîné, d'habitude si mesuré, me regardait avec une haine à peine dissimulée, comme si j'avais trahi un contrat tacite, leur assurer richesse et confort éternel en échange de quoi au juste? De leur présence occasionnelle? De leur respect de façade? « Je suis désolé », ai-je murmuré, jouant le vieil homme abattu. J'ai tout essayé. La suite de la réunion s'est déroulée dans un brouillard de reproches et de planification frénétique.
Qui allait payer les études des petits-enfants? Comment retrouver du travail à leur âge? Devraient-ils vendre leur résidence secondaire? Pas une fois, pas une seule fois, quelqu'un ne m'a demandé comment j'allais, moi, comment je vivais cette chute vertigineuse, comment je me sentais à l'idée de perdre l'œuvre de ma vie. Sauf Catherine, qui est venue s'asseoir près de moi et a pris ma main ridée entre les siennes. « Ça va aller, Pierre, on va trouver une solution. » Dans ses yeux, j'ai vu une compassion authentique. Savait-elle que je l'observais aussi? Probablement. Catherine avait toujours été perspicace. La réunion s'est terminée tard dans la nuit. Mes fils sont partis avec leurs conjoints, visage fermé, déjà au téléphone avec leurs conseillers financiers respectifs. Je n'ai reçu ni accolade, ni paroles réconfortantes, juste des regards accusateurs et des questions pratiques. Catherine est restée pour m'aider à ranger. Dans le silence de la grande maison, bientôt perdue, elle a finalement parlé. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» J'ai hoché la tête. Plus que jamais. Les jours suivants ont confirmé mes pires craintes. Roger a appelé pour me dire qu'il avait été contacté par un chasseur de tête et qu'il partait travailler à Dubaï. C'est mieux ainsi, je pourrais peut-être vous aider financièrement depuis là-bas. Une excuse transparente pour s'éloigner du naufrage. Guy n'a même pas appelé. Il a envoyé un email expliquant qu'il devait se concentrer sur sa survie financière et qu'il me recontacterait quand les choses se seraient stabilisées. Raymond est passé brièvement, uniquement pour récupérer des documents personnels et des photos de famille, pour les préserver de la saisie, a-t-il prétendu. Comme si les huissiers s'intéressaient aux albums photos. André, mon intellectuel, mon professeur d'université, a été le plus direct. « Papa, tu nous as mis dans une situation impossible. Nathalie et moi avons des traites sur l'appartement. Je ne peux pas me permettre de t'aider maintenant. » Pas un seul n'a offert de m'accueillir, de m'aider à déménager, de me soutenir moralement. J'avais bâti un empire, les avais couverts d'or toute leur vie, et à la première épreuve, ils m'abandonnaient comme un meuble encombrant. Je me suis installé dans le petit 2 pièces à Belleville que j'avais effectivement loué pour l'occasion. Un appartement modeste mais propre au 5e étage sans ascenseur. Loin, très loin du luxe auquel j'étais habitué. J'ai apporté le minimum. Quelques vêtements, des livres, des souvenirs personnels. Le reste est resté dans la grande maison, officiellement pour être inventorié par les créanciers. En réalité, sous la surveillance discrète de mon majordome, le seul employé à connaître la vérité. Le premier soir, dans ce nouvel appartement, j'étais assis sur un canapé bon marché, regardant par la fenêtre les lumières de Paris, si différentes vues d'ici. La solitude m'a frappé comme jamais auparavant. Était-ce cela, la vérité? Étais-je destiné à finir seul, trahi par ceux que j'avais élevés et chéris? On a sonné à la porte. Catherine se tenait là, 2 sacs de courses dans les mains. J'ai pensé que vous n'auriez pas eu le temps de faire des courses. Elle est entrée sans attendre d'invitation et a commencé à ranger des produits dans le petit réfrigérateur. Du fromage, du bon pain, du vin décent mais pas luxueux, des fruits, des légumes. « Tu n'es pas obligé de faire ça », ai-je dit. « Je sais. » Elle a préparé un dîner simple mais délicieux. Nous avons mangé en silence, puis elle a sorti une enveloppe de son sac. C'est tout ce que j'ai pu rassembler. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait vous aider pour les premiers mois. Dans l'enveloppe, 15 000 €. Je savais que c'était presque toutes ses économies. « Catherine, je ne peux pas accepter... » « Bien sûr que si, m'a-t-elle coupé. Vous avez payé mes études, vous m'avez offert un foyer quand je n'avais plus rien. C'est normal que je vous aide maintenant. J'ai senti mes yeux s'embuer. Ce n'était pas prévu. Je ne devais pas m'émouvoir. C'était un test, un simple test. Et puis, a-t-elle ajouté avec un petit sourire, quand votre comédie sera terminée, vous pourrez me rembourser. J'ai failli m'étrangler avec mon vin. Tu sais? Bien sûr que je sais. Je vous connais, Pierre. Jamais vous n'auriez mis tous vos œufs dans le même panier. Jamais vous n'auriez signé des garanties personnelles sans consulter Raymond. Jamais vous n'auriez investi au Qatar sans en parler à Guy qui gère l'international. Elle a fait une pause, ses yeux gris me transperçant.
Mais j'ai joué le jeu, parce que je comprends pourquoi vous faites ça. Et parce que, test ou pas, je vous aurais aidé de toute façon. Cette nuit-là, après son départ, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort d'Elisabeth. Des larmes de tristesse pour les fils qui m'avaient abandonné, des larmes de joie pour cette fille que la vie m'avait donnée sans que le sang y soit pour quelque chose. Le lendemain, Roger a appelé, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me demander si certains contrats étaient transférables à son nom avant la liquidation totale. Guy a envoyé un autre email, cette fois pour savoir si ma montre de collection était déjà saisie ou s'il pouvait la mettre en sécurité. Raymond et André gardaient le silence. Pendant ce temps, Catherine venait tous les jours. Elle m'aidait à m'adapter à cette vie simple, m'apprenait à faire les courses économiquement, à cuisiner des plats basiques. Elle riait de mes maladresses, de mon incapacité à faire fonctionner le lave-linge bas de gamme. « Comment fais-tu pour ne pas leur en vouloir ?» lui ai-je demandé un soir. « À vos fils ?» ?»« Oui. » Elle a réfléchi longuement. « Parce que vous les avez trop aimés, Pierre. Vous leur avez tout donné sans rien demander en retour. Ils n'ont jamais appris la valeur des choses, ni celle des personnes. Et toi, pourquoi es-tu différente ? Je t'ai élevée avec le même confort, les mêmes privilèges. » Son regard s'est perdu dans le lointain. Parce que j'ai connu la perte avant de connaître l'abondance. J'avais 8 ans quand maman est morte. Je sais ce que c'est que de tout perdre. Vos fils sont nés dans la richesse. Ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont, de ce qu'ils avaient. Cette conversation a tourné dans ma tête pendant des jours. Catherine avait raison. J'avais échoué dans l'éducation de mes fils, pas par manque d'amour, mais peut-être par excès. J'avais voulu leur épargner les difficultés que j'avais connues, et en faisant cela, je les avais privés des leçons essentielles que ces difficultés m'avaient enseignées. 3 semaines se sont écoulées ainsi. 3 semaines pendant lesquelles mes fils se sont faits de plus en plus rares, de plus en plus distants. 3 semaines pendant lesquelles Catherine est restée présente, solide comme un roc. Un matin, elle m'a apporté le journal. En première page, un article sur un prétendu redressement miraculeux de Morel Construction. J'ai souri. « Il est temps de conclure cette expérience, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, je pense que le test est terminé. Et les résultats sont sans appel. Qu'allez-vous faire maintenant ?» La question qui valait 1 milliard d'euros. Littéralement. J'ai pris sa main, cette main qui m'avait soutenu quand mes propres enfants m'avaient abandonné. D'abord, je vais t'inviter au restaurant. Un vrai, pas un de ces bistrots où tu m'emmènes depuis 3 semaines. Ensuite, nous allons avoir une conversation très sérieuse sur l'avenir de Morel Construction et sur son héritière. Les yeux de Catherine se sont écarquillés, comprenant enfin que le test n'était pas seulement pour mes fils. Mes chers spectateurs, je voulais faire une pause ici pour vous dire que cette histoire me touche profondément. Je la partage avec vous depuis ma petite maison en Bretagne, où j'ai trouvé refuge après une vie bien remplie. Comme Pierre, j'ai connu des moments où j'ai dû distinguer ceux qui m'aimaient vraiment de ceux qui aimaient ce que je pouvais leur offrir. D'où regardez-vous cette vidéo ? Êtes-vous déjà passé par des moments où vous avez découvert qui étaient vos véritables alliés ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait résonner avec tant d'autres personnes qui nous écoutent. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la confrontation entre Pierre et ses fils et comment Catherine est devenue l'héritière d'un empire qu'elle n'avait jamais convoité. Ne manquez pas la suite de cette histoire qui nous rappelle que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais de cœur. Le restaurant que j'avais choisi pour révéler la vérité à Catherine n'était pas l'un de ces établissements étoilés où j'emmenais habituellement mes partenaires commerciaux. C'était le Grand Colbert, une brasserie traditionnelle près de la Bourse, où Elisabeth et moi allions souvent avant que l'argent ne change notre vie. Un lieu chargé de souvenirs, de simplicité et d'authenticité. Catherine est arrivée en retard, chose rare chez elle. Elle semblait nerveuse, presque agitée. « Désolé, Pierre. J'ai reçu un appel de Roger juste avant de partir. Mon attention s'est immédiatement aiguisée. « Roger, il t'a appelé ?» Elle a hoché la tête en s'asseyant, une expression indéchiffrable sur le visage.
Le serveur est venu prendre nos commandes. J'ai choisi une bouteille de Chablis Grand Cru. Pas extravagant, mais bien supérieur au vin que nous avions partagé ces dernières semaines dans mon petit appartement de Belleville. Qu'est-ce que Roger voulait ? Ai-je demandé une fois le serveur parti. Catherine a hésité, tripotant nerveusement sa serviette. Il voulait savoir comment vous alliez. Après presque un mois de silence. Non, pas exactement. Elle a pris une profonde inspiration. Il voulait savoir si vous aviez encore des objets de valeur qu'il pourrait mettre en sécurité pour vous. Une colère sourde a monté en moi. Mon fils aîné, celui qui avait toujours affiché une loyauté sans faille à l'entreprise, n'était donc préoccupé que par ce qu'il pouvait encore sauver du naufrage. Pour lui-même, bien entendu. Et qu'as-tu répondu ? Que vous aviez vendu votre collection de montres pour payer le loyer. Un sourire ironique a traversé son visage. Il a raccroché aussitôt. Le vin est arrivé. Nous avons trinqué en silence, laissant la réalité de la situation s'installer entre nous. Cette trahison de Roger n'était qu'une confirmation supplémentaire de ce que je savais déjà. Catherine, je dois te dire quelque chose. Elle a posé son verre, attentive. La faillite n'était pas seulement un test pour mes fils, c'était aussi un test pour toi. Son expression n'a pas changé, aucune surprise, aucun choc, aucune indignation. Je m'en doutais, a-t-elle simplement répondu. Vous êtes un homme d'affaires, Pierre. Vous testez toujours toutes les variables avant de prendre une décision. J'ai ri, un rire sincère qui m'a surpris moi-même. Cette femme me connaissait peut-être mieux que je ne me connaissais. Et tu n'es pas en colère ? Elle a réfléchi un instant. Non. Je comprends pourquoi vous l'avez fait. La confiance aveugle est un luxe que même les milliardaires ne peuvent pas s'offrir. Tu es extraordinaire, Catherine. Non, je suis réaliste. Elle a fait tourner son vin dans son verre, pensive. Alors, quelle est cette conversation sérieuse que nous devions avoir sur l'avenir de Morel Construction ? Je me suis redressé, entrant dans ce mode professionnel que j'avais perfectionné au fil des décennies. J'ai pris une décision, je vais restructurer mon testament et l'actionnariat de l'entreprise. Elle a froncé les sourcils. Vous allez déshériter vos fils ? Pas entièrement. Je ne suis pas un monstre, Catherine. Ils auront chacun un appartement et une rente confortable. Mais l'entreprise, le cœur de ma fortune. Pierre, réfléchissez bien. C'est une décision que vous pourriez regretter. J'ai secoué la tête, déterminé. Ma décision est prise. Morel Construction a besoin d'une personne intègre à sa tête. Quelqu'un qui comprend la valeur du travail, des relations humaines, de la loyauté. Quelqu'un comme toi. Son visage s'est figé. Moi, mais je ne sais rien du secteur de la construction. Je suis journaliste, pas chef d'entreprise. Tu apprendras. J'ai encore quelques années devant moi pour te former, et tu auras les meilleurs conseillers. Vos fils ne l'accepteront jamais. Ils n'auront pas le choix. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée des plats. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, laissant à Catherine le temps de digérer ma proposition. Je savais que je lui demandais beaucoup. Abandonner sa carrière, endosser la responsabilité d'un empire, s'attirer la haine de mes fils biologiques. Pourquoi moi ? A-t-elle finalement demandé. Est-ce uniquement parce que j'ai été la seule à vous aider quand vous en aviez besoin ? Non. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. C'est parce que tu es la seule qui n'a jamais voulu mon argent. La seule qui m'a aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. La seule qui a refusé le confort que je t'offrais pour construire ta propre vie. Une larme a coulé sur sa joue. Elle l'a essuyée rapidement, gênée. Je ne sais pas quoi dire, Pierre. Tu n'as rien à dire maintenant. Réfléchis. Prends ton temps. Mais sache que ma décision est prise, que tu acceptes ou non de prendre la tête de l'entreprise. Mes fils n'en hériteront pas. Le reste du dîner s'est déroulé dans une ambiance étrange, mélange d'émotion et de pragmatisme. Nous avons parlé de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet qui nous préoccupait tous les deux.
Ce n'est qu'au moment du dessert que Catherine est revenue à la question centrale. Et comment comptez-vous annoncer à vos fils que vous n'êtes pas ruinés? Et pire, que vous les déshéritez au profit d'une étrangère? J'ai souri, un sourire sans joie. J'organise une réunion familiale demain soir. À la maison, ma vraie maison, pas l'appartement de Belleville. Je leur expliquerai tout. Voulez-vous que je sois présente? J'ai hésité. D'un côté, je voulais la protéger de la tempête qui allait inévitablement se déchaîner. De l'autre, je savais que je devais affronter cette situation avec honnêteté et transparence. Oui, tu dois être là. Tu fais partie de la famille, Catherine. La vraie famille. Celle qui compte. Elle a hoché la tête, résignée. Alors je serai là. Cette nuit-là, de retour dans mon petit appartement temporaire, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, je doutais. Non pas de ma décision concernant l'héritage. Sur ce point, j'étais inflexible, mais je doutais de ma capacité à faire face à la déception, à la colère, peut-être même à la haine de mes propres fils. J'ai repensé à leur enfance. Roger, si sérieux déjà petit, collectionnant les bonnes notes pour me plaire. Guy, sensible et créatif, dessinant des maisons fantastiques qu'il voulait que je construise un jour. Raymond, pragmatique et méthodique, comptant ses billes comme un banquier en herbe. André, rebelle et intellectuel, le seul à avoir osé tracer sa propre voie en dehors de l'entreprise familiale. Où avais-je échoué? À quel moment mes fils étaient-ils devenus ces hommes calculateurs, ces étrangers qui m'avaient abandonné à la première épreuve? Peut-être était-ce ma faute. J'avais été si occupé à bâtir mon empire, si déterminé à leur offrir tout ce que je n'avais pas eu, que j'avais oublié de leur enseigner les valeurs essentielles. L'empathie, la gratitude, la loyauté. Catherine, elle, avait appris ces valeurs malgré moi. Peut-être parce qu'elle avait connu la perte avant l'abondance, comme elle l'avait si justement observé. Le matin suivant, j'ai quitté l'appartement de Belleville pour la dernière fois. J'ai laissé une généreuse somme au propriétaire pour les désagréments et je suis retourné dans ma demeure du 7e arrondissement. Mon majordome, Henri, m'a accueilli avec un sourire discret. « Tout est prêt pour ce soir, monsieur. La salle de conférence est préparée comme vous l'avez demandé. » « Merci, Henri. Des nouvelles de mes fils? » « Ils ont tous confirmé leur présence, monsieur. Monsieur Roger a demandé si l'avocat serait présent. » « L'avocat? » « Oui, monsieur. Il a mentionné quelque chose à propos de la succession et des dernières volontés. Mon sang s'est glacé. Alors c'était donc cela. Il pensait que je les convoquais pour mon testament, peut-être même pour leur annoncer que j'étais malade. Il venait non pas par souci pour moi, mais pour s'assurer qu'ils obtiendraient leur part du gâteau. Un gâteau qu'ils croyaient inexistant depuis presque un mois. Non, Henri, pas d'avocat ce soir, juste la famille. J'ai passé la journée à me préparer, mentalement et physiquement. J'ai choisi un costume sobre mais élégant, loin du luxe ostentatoire que j'affichais parfois. J'ai demandé à Henri de préparer un repas simple mais de qualité, et j'ai relu les documents que mon véritable avocat avait préparés à ma demande. Le Nouveau Testament, les transferts d'actions, la restructuration complète de mon empire. À 19h précises, la sonnette a retenti. Mes fils sont arrivés les uns après les autres, accompagnés de leurs conjoints. Leurs expressions oscillaient entre la surprise de me voir si bien habillé et l'appréhension quant à la raison de cette réunion. Catherine est arrivée la dernière, discrète et élégante dans un tailleur noir simple. Elle m'a embrassé sur la joue, ignorant les regards méfiants des autres. « Merci à tous d'être venus », ai-je commencé une fois que nous étions tous installés dans la grande salle à manger. Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles. « Papa », m'a interrompu Roger, « pourquoi sommes-nous ici? Et pourquoi dans cette maison? Je croyais qu'elle devait être saisie. J'ai pris une profonde inspiration. C'est précisément ce dont je veux vous parler. Il n'y a pas eu de saisie. Il n'y en aura pas. » Un silence confus s'est installé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Raymond, les sourcils froncés. « Je veux dire que Morel Construction n'est pas en faillite, qu'il n'y a jamais eu d'investissement catastrophique au Qatar.
que ma fortune est intacte. Les réactions ont fusé immédiatement. Incrédulité, confusion, soulagement, puis, rapidement, suspicion. Tu nous as menti? La voix de Guy était glaciale. Oui, je n'ai pas cherché à édulcorer la vérité. Je vous ai menti pour savoir si vous m'aimiez, moi, votre père, ou seulement mon argent. Le silence qui a suivi était assourdissant. André s'est levé, le visage rouge de colère. C'est une plaisanterie cruelle. Nous avons passé 1 mois à nous inquiéter, à réorganiser nos vies, à quoi exactement, André? L'ai-je coupé? À m'appeler pour prendre de mes nouvelles? À proposer de m'héberger? À me soutenir moralement? Non, vous avez tous disparu. Pas un seul d'entre vous n'a offert son aide à son vieux père, prétendument ruiné. J'ai laissé mon regard parcourir la table, observant chacun de mes fils qui évitait soigneusement de croiser le mien. Sauf Catherine, ai-je ajouté plus doucement. La seule qui n'est pas de mon sang mais qui s'est comportée comme une vraie fille. Roger s'est redressé, une lueur dangereuse dans le regard. Alors c'était ça? Un test orchestré avec elle? Catherine ne savait rien au départ. Je lui ai révélé la vérité hier seulement. « Et tu nous as espionnés pendant ce temps ?» a demandé Guy, incrédule. « Tu as noté nos réactions comme un scientifique observe des rats de laboratoire. J'ai observé mes propres filles abandonner leur père au moment où il avait le plus besoin d'eux. » ai-je répliqué, ma voix se durcissant. J'ai vu Roger demander à Catherine si j'avais encore des objets de valeur qu'il pourrait mettre en sécurité. J'ai lu l'email de Guy expliquant qu'il était trop occupé à se concentrer sur sa survie financière pour s'inquiéter de la mienne. J'ai regardé Raymond emporter des photos de famille pour les protéger de la saisie. Et j'ai entendu André me dire qu'il ne pouvait pas m'aider à cause des traites sur son appartement. Un appartement que j'ai en grande partie financé. Un silence embarrassé s'est abattu sur la pièce. Catherine regardait fixement son assiette, visiblement mal à l'aise d'assister à cette confrontation familiale. « Qu'est-ce que tu attends de nous maintenant ?» a finalement demandé Raymond d'une voix basse. « Des excuses ? Non, les excuses ne changeraient rien. Ce que j'attends, c'est que vous compreniez pourquoi j'ai pris certaines décisions concernant l'avenir. J'ai sorti de ma poche les documents préparés par mon avocat et les ai posés sur la table. J'ai modifié mon testament et la structure actionnariale de Morel Construction. Le mot « testament » a immédiatement capté leur attention. Même leurs conjoints se sont penchés en avant, soudain intéressés. Chacun de vous recevra un appartement à Paris et une rente mensuelle confortable. Vous pourrez vivre sans travailler si vous le souhaitez. Leurs visages se sont détendus légèrement. Puis est venue la suite. Mais Morel Construction, ses filiales et la majorité de mes actifs seront transférés à une nouvelle holding dont Catherine sera l'actionnaire principal. Le choc a été immédiat, violent. Roger a frappé la table du poing, faisant sursauter tout le monde. C'est une blague. Elle n'est même pas ta fille. Elle l'est davantage que vous n'avez été mes fils ces dernières semaines. Guy s'est levé d'un bond, renversant son verre. C'est de la folie. Elle t'a manipulé. C'est évident qu'elle a joué un rôle pour te plaire et s'emparer de notre héritage. Catherine est restée parfaitement calme malgré l'accusation, se contentant de fixer Guy avec une tristesse infinie. Catherine a refusé ma proposition, ai-je dit doucement. Elle pense que je fais une erreur, que je devrais vous pardonner, que je devrais vous donner une seconde chance. Cela les a momentanément déstabilisés. André, toujours le plus réfléchi, s'est rassis lentement. « Alors pourquoi fais-tu cela ?» Parce que son refus n'a fait que confirmer que j'ai raison. Elle est la seule personne dans cette pièce qui se soucie davantage de mes sentiments que de mon argent. Raymond, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. Sa voix était calme, calculatrice, professionnelle, celle du directeur financier qu'il était. Papa a réfléchi. Nous avons travaillé toute notre vie dans cette entreprise. Nous la connaissons. Nous l'avons fait prospérer avec toi. Catherine ne sait rien du secteur. Ce serait un désastre économique. J'ai souri tristement. C'est précisément ce genre de raisonnement qui me conforte dans ma décision. Tu parles de l'entreprise,
Pas de moi, de l'économie, pas de la famille. J'ai regardé Catherine. Son visage était tendu, mais ses yeux reflétaient une détermination nouvelle. « J'ai réfléchi à votre proposition, Pierre », a-t-elle dit, s'adressant directement à moi comme si nous étions seuls. « J'accepte, à une condition. » Cela m'a surpris. « Laquelle ? Que vos fils conservent leurs postes actuels dans l'entreprise s'ils le souhaitent. Qu'ils aient une chance de prouver leur valeur professionnelle, indépendamment de leur comportement personnel. » Un silence stupéfait a suivi sa déclaration. Mes fils se regardaient, incrédules. Catherine venait de leur tendre une perche alors qu'ils l'accusaient de manipulation. « Tu n'es pas obligé de faire ça, lui ai-je dit. Je sais, mais c'est la bonne décision, pour l'entreprise, pour eux, pour vous. » André a ricané. « Et tu crois qu'on va accepter de travailler pour toi? De te voir chaque jour nous rappeler ce que notre père pense de nous ?» Catherine s'est tournée vers lui, son regard ferme mais pas hostile. « Non, André, tu travailleras pour ton père, comme toujours. Je serai l'actionnaire majoritaire, mais Pierre restera président aussi longtemps qu'il le souhaitera. Et ensuite, qui sait? Peut-être que l'un d'entre vous prouvera qu'il mérite de prendre sa succession. » Cette perspective, cette lueur d'espoir, a légèrement apaisé l'atmosphère. Mes fils ont échangé des regards, calculant clairement leurs options. Roger, toujours prompt à négocier, s'est penché en avant. Et si nous refusons, si nous contestons ce testament? J'ai haussé les épaules. Vous êtes libre d'essayer, mais tout est parfaitement légal. Et si vous choisissez cette voie, sachez que même les appartements et les rentes pourraient être remis en question. La menace était claire. Ils pouvaient accepter un compromis ou risquer de tout perdre. Raymond, pragmatique comme toujours, a été le premier à céder. Je resterai. L'entreprise a besoin d'un directeur financier qui connaît ses dossiers. Guy a suivi à contre-cœur. Pareil, les opérations internationales ne peuvent pas être gérées par n'importe qui. Roger a hésité plus longtemps, son orgueil visiblement blessé. Je dois réfléchir. André, qui n'avait jamais travaillé dans l'entreprise, s'est contenté de secouer la tête. Ça ne me concerne pas directement. Je retourne à mes livres et mes étudiants. La tension dans la pièce restait palpable, mais le pire était passé. Nous avons dîné dans un silence relatif, chacun digérant les révélations et les implications de cette soirée. Mes fils évitaient soigneusement de regarder Catherine, comme si son simple contact visuel pouvait les contaminer. Après le repas, ils sont partis rapidement, emmenant avec eux leurs conjoints silencieux et leurs ressentiments brûlants. Aucun au revoir chaleureux, aucune accolade. Juste des hochements de tête raides et des promesses vagues de « se parler bientôt ». Catherine est restée, mes dents arrangées comme elle l'avait fait un mois plus tôt lors de l'annonce de ma fausse faillite. « Ça s'est mieux passé que je ne le craignais », a-t-elle commenté en empilant les assiettes. « Tu crois ? Ils n'ont pas quitté la table. Personne n'a menacé de procès immédiatement. Raymond et Guy ont accepté de rester. Je considère cela comme un début. » J'ai souri, admirant son optimisme. « Tu es trop gentil avec eux. » « Non. » Elle a posé la vaisselle et m'a regardé droit dans les yeux. « Je suis réaliste comme toujours. Ils sont blessés, humiliés et en colère. Mais ce sont vos fils, Pierre. Et je refuse d'être celle qui brise définitivement votre famille. C'est eux qui l'ont brisée, pas toi. Peut-être. Mais je peux aider à la réparer. » Sa générosité m'a touché profondément. Catherine avait toutes les raisons de triompher, de savourer sa victoire sur ceux qui l'avaient toujours considérée comme une intruse. Au lieu de cela, elle leur tendait la main. « Tu feras une bien meilleure dirigeante que je ne l'ai jamais été, » ai-je murmuré. Elle a souri, un sourire triste et sage. « C'est faux. Vous êtes un brillant homme d'affaires, Pierre. Vous avez juste été un père imparfait. » Cette vérité, énoncée sans méchanceté mais avec une franchise absolue, m'a frappé de plein fouet. Oui, j'avais été un père imparfait. J'avais confondu provision matérielle et amour véritable. J'avais cru que donner à mes fils tout ce que l'argent pouvait acheter suffirait à garantir leur affection et leur loyauté. Comment puis-je rattraper ces erreurs ? Ai-je demandé, soudain vulnérable comme je ne l'avais jamais été. Catherine a réfléchi un moment, en leur montrant ce que l'amour véritable signifie.
pas en punissant ou en récompensant, mais en aimant inconditionnellement tout, en maintenant des limites saines, comme vous l'avez fait avec moi. Avec toi? Oui. Vous m'avez offert un foyer, une éducation, des opportunités, mais vous n'avez jamais exigé que je suive vos traces. Vous m'avez laissé trouver ma propre voie. Et quand j'ai refusé de travailler pour vous, vous m'avez soutenu, malgré votre déception. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Pour moi, le fait que Catherine ait refusé de rejoindre l'entreprise avait toujours été une petite blessure, un léger regret. Je n'avais jamais réalisé que ce respect de son indépendance était précisément ce qui avait forgé notre lien. Tu crois qu'il est trop tard pour mes fils? Il n'est jamais trop tard pour commencer à aimer correctement, Pierre. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, mon vrai lit, dans ma vraie maison, j'ai médité sur ces paroles. L'amour véritable, pas celui qui donne sans compter créant dépendance et sentiment de droit. Pas celui qui punit pour obtenir l'obéissance, mais celui qui respecte, qui établit des limites claires, qui encourage l'indépendance tout en offrant un soutien inconditionnel. J'avais 83 ans et j'apprenais encore ce que signifiait être un père. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Roger, court, froid, mais significatif. Je resterai aussi, pour l'entreprise. Catherine avait raison. C'était un début. Assise en face de moi au petit déjeuner, elle feuilletait déjà des rapports sur Morel Construction, prenant des notes, fronçant les sourcils devant certains chiffres. « Tu apprends vite », ai-je commenté. « J'ai un bon professeur. » Elle a levé les yeux, un sourire aux lèvres. « Et je ne compte pas échouer, Pierre. Ni pour l'entreprise, ni pour votre famille. »« Notre famille », ai-je corrigé. « Qu'il le veuille ou non, nous sommes tous une famille maintenant. » Elle a hoché la tête, ses yeux brillants d'une détermination tranquille. Notre famille. Ce jour-là a marqué le début d'une nouvelle ère pour Morel Construction. Et pour moi, Pierre Morel, vieil homme qui avait cru tout savoir sur la vie, l'amour et la famille, ce fut le commencement d'un apprentissage tardif mais essentiel, celui du pardon, de la rédemption et des liens qui transcendent le sang. 6 mois se sont écoulés depuis la révélation de ma fausse faillite et la restructuration de mon empire. 6 mois de tension, d'apprentissage, de confrontations douloureuses et de petites victoires. Morel Construction continuait de prospérer malgré, ou peut-être grâce à, cette transition tumultueuse. Le marché n'avait pas réagi négativement à l'annonce de ma succession, comme certains l'avaient prédit. Catherine avait su se montrer brillante, apprenant avec une rapidité surprenante les complexités du secteur immobilier. Ce matin-là, je contemplais la ville depuis la terrasse de mon appartement privé au sommet de la tour Morel, savourant mon café. L'âge et l'arthrite me rappelaient quotidiennement que je n'étais plus le jeune loup que j'avais été, mais mon esprit restait vif, et il était occupé par une préoccupation constante. Mes fils. Roger avait finalement accepté de rester comme directeur commercial, mais son attitude était glaciale. Il se contentait du strict minimum professionnel, évitant soigneusement les réunions familiales ou les occasions où il pourrait se retrouver seul avec moi ou Catherine. Guy s'était révélé plus pragmatique. Après quelques semaines de résistance passive, il avait commencé à collaborer plus ouvertement avec Catherine, reconnaissant à contre-cœur sa compétence croissante. Raymond, fidèle à son tempérament de comptable, avait choisi une approche purement transactionnelle. Il faisait son travail avec précision, sans émotion apparente, comme si les événements des derniers mois n'avaient été qu'une réorganisation corporative ordinaire. André, lui, avait complètement disparu de ma vie. Mon fils intellectuel, celui qui avait toujours gardé une certaine distance avec l'entreprise familiale, semblait avoir décidé que cette distance devait désormais s'étendre à son père. Le bruit de la porte-fenêtre m'a tiré de mes réflexions. Catherine est apparue, déjà impeccablement habillée pour la journée, dans un tailleur bleu marine qui lui donnait une autorité naturelle. « Bonjour Pierre, bien dormi ?» Comme un vieillard, ai-je plaisanté. 3 heures à peine, entrecoupées de souvenirs et de regrets. Elle m'a servi une tasse de café et s'est assise face à moi.
Nos petits déjeuners partagés étaient devenus une routine, un moment de calme avant la tempête quotidienne des affaires. J'ai reçu un message d'André hier soir, a-t-elle annoncé sans préambule. Mon cœur a fait un bond. André, il t'a contacté, toi? Oui, il souhaite me voir. Seul. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi faire? Il ne l'a pas précisé. Juste qu'il voulait discuter de l'avenir. L'inquiétude m'a traversé. André était le plus imprévisible de mes fils, le plus intellectuel, mais aussi le plus rancunier. Que préparait-il? Tu vas y aller? Bien sûr. Catherine a souri. C'est votre fils, Pierre. Et contrairement à ce que vous pensez tous, je ne suis pas votre garde du corps ou votre bouclier contre votre famille. Je suis simplement celle qui essaie de réparer les ponts que vous avez tous brûlés. Sa franchise m'a fait sourire malgré mon anxiété. C'était l'une des qualités que j'admirais le plus chez elle. Cette capacité à dire la vérité sans filtre mais sans cruauté. Tu me raconteras? Évidemment. À moins qu'André ne me demande expressément de garder notre conversation confidentielle. Dans ce cas, je respecterai sa demande. J'ai hoché la tête, reconnaissant sa loyauté divisée, mais juste. La journée s'est déroulée comme tant d'autres ces derniers mois. Réunions, décisions, appels avec des partenaires internationaux. À 83 ans, j'aurais dû être en retraite depuis longtemps, jouant avec mes petits-enfants ou voyageant à travers le monde. Au lieu de cela, j'étais encore là, naviguant dans les eaux troubles d'une succession complexifiée par les blessures émotionnelles. En fin d'après-midi, Catherine est partie pour son rendez-vous avec André. Je l'ai regardé s'éloigner avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Une part de moi craignait qu'André ne tente de la manipuler, de la monter contre moi. Une autre part, plus optimiste, voulait croire qu'il cherchait une réconciliation. J'ai décidé de rentrer tôt à la maison ce jour-là. La grande demeure du 7e arrondissement me paraissait souvent vide et silencieuse depuis que mes fils avaient pris leur distance. Catherine y passait parfois la nuit dans une des chambres d'amis quand nous travaillions tard, mais elle conservait son appartement à Montmartre, un espace bien à elle où elle pouvait échapper au poids de son nouveau rôle. Henri, mon fidèle majordome, m'a accueilli avec sa discrétion habituelle. Monsieur Roger a appelé, monsieur. Il a demandé si vous étiez disponible pour dîner ce soir. Cette nouvelle m'a surpris. Roger n'avait pas cherché à me voir en dehors du cadre professionnel depuis la fameuse soirée des révélations. Il a précisé pourquoi. Non, monsieur. Il a simplement dit qu'il passerait vers 20h si cela vous convenait. Bien sûr que cela me convient. J'ai senti une pointe d'excitation, vite tempérée par la méfiance. Pourquoi ce soudain intérêt? Préparer le petit salon, Henri, et un dîner léger pour deux. Très bien, monsieur. J'ai passé les heures suivantes dans une étrange nervosité, me demandant ce que me voulait mon fils aîné. Était-ce lié au rendez-vous de Catherine avec André? Y avait-il une stratégie concertée entre mes fils? À 20h précises, Roger avait toujours été ponctuel. La sonnette a retenti. Henri l'a introduit dans le petit salon où je l'attendais, un verre de cognac à la main. Roger avait changé. Pas physiquement. Il était toujours ce bel homme de 41 ans, élégant dans son costume italien. Mais quelque chose dans son attitude était différent. Une certaine humilité peut-être? Ou simplement de la fatigue? Bonsoir, papa. Roger. Je me suis levé pour le saluer, hésitant entre la formalité d'une poignée de main et l'intimité d'une accolade. Il a tranché en m'embrassant brièvement. Un verre, ai-je proposé. Volontiers. Le même que toi. Nous nous sommes assis face à face, séparés par une petite table basse en acajou qui avait vu des décennies de conversations familiales. Un silence inconfortable s'est installé, aucun de nous ne sachant par où commencer. « Comment va Céline ?» ai-je finalement demandé, évoquant sa femme. « Elle va bien, les enfants aussi. » Nouveau silence. J'ai décidé d'aller droit au but. « Roger, qu'est-ce qui t'amène ?» Il a pris une longue gorgée de cognac, comme pour se donner du courage. « Je suis venu te présenter mes excuses. De toutes les choses que j'avais imaginées, celle-ci était la plus improbable. Roger, mon fils aîné, l'héritier présomptif qui s'était senti le plus trahi, venait s'excuser.
Je t'écoute, ai-je dit simplement, ne voulant pas l'interrompre. Ce que tu as fait, cette mise en scène de la faillite, c'était cruel. Son ton n'était pas accusateur, juste factuel. Mais j'ai compris pourquoi tu l'avais fait, et j'ai réalisé que ma réaction n'avait fait que confirmer tes soupçons. Il a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Quand tu as annoncé ta ruine, je n'ai pensé qu'à une chose. Comment sauver ma position, mon train de vie, l'avenir de mes enfants. Pas une seconde, je ne me suis inquiété de toi, de comment tu allais vivre, de ce que tu ressentais. Sa franchise me touchait. Je suis resté silencieux, l'encourageant à continuer. Ces 6 derniers mois, j'ai été en colère. Contre toi, contre Catherine, contre moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec André. André ? Ai-je interrompu surpris. Tu as parlé à André aujourd'hui ? Roger a hoché la tête. Oui, nous avons déjeuné ensemble. Il m'a raconté qu'il allait voir Catherine ce soir. Alors, c'était coordonné. Mes fils avaient préparé quelque chose. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ? Ai-je demandé, soudain méfiant. Roger a souri, un sourire triste. Rien de sinistre, papa. André a simplement décidé qu'il était temps de grandir. Nous tous. Il a initié ce qu'il appelle un processus de réconciliation. J'ai levé un sourcil sceptique. Un processus de réconciliation ? Oui. André reste un universitaire, avec ses grands mots. Roger a ri doucement. Mais il a raison. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à nous détester, à nous éviter. Nous sommes une famille, qu'on le veuille ou non. Ces mots, si similaires à ceux que j'avais prononcés devant Catherine 6 mois plus tôt, m'ont frappé de plein fouet. Une émotion inattendue m'a submergé, que j'ai tenté de cacher en prenant une gorgée de cognac. Et qu'implique ce processus. Des conversations honnêtes, des excuses sincères, l'acceptation des erreurs de chacun. Roger a haussé les épaules. André dit que nous devons tous reconnaître notre part de responsabilité dans cette situation. Toi inclus, bien sûr. J'ai souri malgré moi. C'était bien André, ça, toujours à vouloir analyser, comprendre, réparer. Et tu es d'accord avec lui ? Roger a pris le temps de réfléchir. Oui, je suis fatigué, papa. Fatigué d'être en colère, fatigué de t'en vouloir, fatigué de détester Catherine pour quelque chose qui n'est pas de sa faute. Sa sincérité m'a touché profondément. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Ai-je demandé. Roger a regardé son verre, le faisant tourner entre ses doigts. Mon fils aîné, ton petit-fils, m'a demandé pourquoi nous ne venions plus te voir. Il a dit que tu lui manquais. Sa voix s'est légèrement brisée, et je n'ai pas su quoi lui répondre. Comment expliquer à un enfant que son père est trop orgueilleux pour pardonner à son grand-père ? Henri est entré discrètement pour annoncer que le dîner était servi. Nous nous sommes installés à table, l'atmosphère soudain plus légère, comme si la glace avait commencé à fondre. Et Raymond ? Guy ? Ils sont aussi dans ce processus ? Ai-je demandé en servant le vin. Guy est réticent mais ouvert. Tu connais Guy, il a toujours été le plus émotif d'entre nous. Il lui faudra du temps. J'ai hoché la tête. Guy, mon fils sensible, celui qui avait le plus souffert du manque d'affection que mon obsession pour le travail avait créé. Et Raymond ? Roger a hésité. Raymond est Raymond, pragmatique jusqu'à l'os. Il dit qu'il fera ce qui est nécessaire pour optimiser la situation familiale. Nous avons ri ensemble pour la première fois depuis longtemps. C'était tellement typique de Raymond de transformer une réconciliation familiale en équation à résoudre. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance étonnamment détendue. Nous avons évité les sujets sensibles, parlant plutôt des petits-enfants, des projets de l'entreprise, de souvenirs plus heureux. Ce n'est qu'au dessert que Roger est revenu au sujet principal. « Il y a autre chose que je dois te dire, papa. » Son ton sérieux m'a mis en alerte. Catherine est extraordinaire. Cette déclaration m'a pris au dépourvu. Professionnellement, je veux dire, a-t-il précisé rapidement. J'étais convaincu qu'elle allait couler l'entreprise en quelques mois, mais elle apprend vite, elle écoute, elle pose les bonnes questions. Et surtout, elle n'a pas cet ego démesuré qui empêche d'admettre quand on ne sait pas quelque chose. J'ai souri, fier.
Je sais, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ce qui me ramène à mes excuses. Roger a posé sa serviette et m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé d'avoir été un fils ingrat. Je suis désolé de t'avoir abandonné quand tu semblais avoir besoin de moi. Et je suis désolé d'avoir traité Catherine comme une intruse alors qu'elle n'a fait que se montrer loyale. L'émotion m'a submergé à nouveau, plus forte cette fois. J'ai tendu la main par-dessus la table, serrant celle de mon fils. Et moi, je suis désolé d'avoir été un père qui a confondu richesse matérielle et amour véritable. Je suis désolé de vous avoir testé d'une manière aussi cruelle. Et je suis désolé de ne pas vous avoir donné les outils émotionnels pour devenir des hommes capables d'aimer sans condition. Nous sommes restés ainsi un moment, main dans la main, deux hommes fiers apprenant tardivement l'humilité. Quand Roger est parti, peu avant minuit, nous nous sommes embrassés longuement, comme nous ne l'avions pas fait depuis son enfance. Il m'a promis de revenir bientôt, avec sa femme et ses enfants. Une promesse que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru sincère. J'allais me coucher quand j'ai entendu la porte d'entrée. Catherine est apparue dans le couloir, l'air épuisé mais sereine. « Bonsoir Pierre. Désolé de rentrer si tard. Comment s'est passée ta rencontre avec André ?» Elle m'a souri. « Mieux que je ne l'espérais. Et la tienne avec Roger ? Tu étais au courant ? » ?»« Bien sûr. C'était le plan d'André. Il a parlé à chacun de vos fils individuellement ces dernières semaines. Il a proposé que nous nous rencontrions tous séparément aujourd'hui. Je l'ai invité dans mon bureau, lui servant un verre de ce vin blanc qu'elle préférait. « Raconte-moi », ai-je demandé. Catherine s'est installée confortablement, enlevant ses escarpins avec un soupir de soulagement. « André est remarquable, Pierre. Sous ses airs distants, c'est probablement celui qui vous ressemble le plus. Obstiné, analytique, mais avec un cœur immense. » J'ai été touché par cette description. André avait toujours été le plus difficile à cerner pour moi. Il a passé ces 6 derniers mois à réfléchir à ce qui s'était passé, à analyser les dynamiques familiales, à comprendre comment nous en étions arrivés là. Et quelle est sa conclusion ? Ai-je demandé. Que vous avez tous échoué. Vous, en utilisant votre argent comme substitut à l'amour véritable. Eux, en acceptant ce marché tacite. Mais il pense que tout n'est pas perdu. Elle a pris une gorgée de vin avant de continuer. Il veut organiser une sorte de conseil de famille. Pas immédiatement, mais quand tout le monde sera prêt. Un moment où chacun pourra s'exprimer honnêtement, sans jugement. Une thérapie familiale, en somme, ai-je commenté avec une légère ironie. Appelez ça comme vous voulez. L'important, c'est la volonté de guérir. J'ai médité ces paroles. Catherine avait raison, comme souvent. Et toi, dans tout ça, ai-je finalement demandé, tu acceptes de participer à cette réconciliation? Après la façon dont ils t'ont traité, elle m'a regardé avec cette mélange de tendresse et d'exaspération qu'elle réservait à mes moments d'entêtement. Pierre, comprenez une chose, je n'ai jamais voulu prendre leur place. Je sais la douleur que j'ai pu leur causer, même involontairement. Tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas une question de reproche, c'est une question d'empathie. Elle a posé son verre. Imaginez un instant ce qu'ils ont ressenti. Non seulement leur père leur annonce qu'il a tout perdu, mais ensuite il les déshérite au profit d'une étrangère. Du point de vue de la pure perception émotionnelle, c'est dévastateur. Je n'avais jamais vraiment considéré les choses sous cet angle. Dans mon esprit, mes fils avaient échoué à un test moral et en subissaient les conséquences légitimes. Tu suggères que j'ai été trop dur? Je suggère que la punition a peut-être dépassé le crime. Son ton était doux mais ferme. Ils ont fait preuve d'égoïsme, certes, mais votre réaction a été draconienne. Je me suis levé, soudain agité. Tu veux que je revienne sur ma décision? Que je leur rende l'entreprise? Non. Catherine s'est levée aussi, me faisant face. Je veux que vous envisagiez un compromis qui permettrait à votre famille de guérir tout en protégeant l'avenir de Morel Construction. Quel genre de compromis? C'est à vous et à vos fils de le déterminer. Mais je suis prête à discuter d'un nouvel arrangement actionnarial, par exemple.
où je conserverai un rôle significatif, mais où vos fils auraient la possibilité de récupérer progressivement des parts en fonction de leur implication et de leur mérite. Sa proposition m'a surpris. Tu renoncerais à une partie de ce que je t'ai donné? Pierre, je n'ai jamais voulu tout. Je veux juste que vous soyez en paix, avec vos fils, avec vous-même. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Les paroles de Catherine tournaient dans ma tête, se mêlant à celles de Roger, aux analyses d'André que je pouvais imaginer. Était-il possible de reconstruire ce qui avait été brisé, de créer une nouvelle famille, plus saine, plus authentique? Le lendemain matin, j'ai demandé à Henri de préparer la grande salle à manger pour le dimanche suivant. Pour combien de personnes, monsieur? 8. J'ai fait le compte mentalement. Moi, Catherine, mes 4 fils et leurs conjoints. Le visage d'Henri s'est illuminé brièvement. Il servait la famille Morel depuis trop longtemps pour ne pas être affecté par nos drames internes. Très bien, monsieur. Un menu particulier. J'ai réfléchi un instant. Quelque chose de simple mais réconfortant. Un repas familial, pas un dîner d'affaires. Puis j'ai appelé André. Surprise sur surprise, c'est lui qui a répondu directement à mon appel après tous ces mois de silence. Papa, André. J'ai pris une profonde inspiration. J'aimerais organiser un déjeuner dimanche prochain, pour toute la famille, y compris toi et Nathalie. Un silence au bout de la ligne, puis, c'est une excellente idée, je vais prévenir les autres. Catherine sera là aussi, ai-je précisé, voulant m'assurer que les choses étaient claires. Bien sûr, elle fait partie de la famille. Ces simples mots, prononcés avec une sincérité évidente, m'ont profondément ému. Merci André. Ne me remercie pas encore. Nous avons beaucoup de travail à faire, tous autant que nous sommes. Je sais, mais c'est un début. Après avoir raccroché, j'ai rejoint Catherine qui m'attendait pour notre réunion matinale habituelle. Elle a immédiatement remarqué mon changement d'humeur. Vous semblez différent ce matin, Pierre. J'ai invité toute la famille à déjeuner dimanche. Son visage s'est illuminé. C'est merveilleux. Ils ont accepté. André a dit qu'il préviendrait les autres. J'ai hésité. Il a dit aussi que tu faisais partie de la famille. Catherine a souri, ses yeux brillants d'émotion contenue. C'est un grand pas. Le premier d'un long chemin, j'imagine. Elle a hoché la tête. Mais un chemin que vous ne marcherez plus seul, Pierre. Nous nous sommes mis au travail, discutant des projets en cours, des décisions à prendre. Mais quelque chose avait changé, une légèreté, un espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. À 83 ans, j'avais cru tout perdre en prétendant être ruiné. Au lieu de cela, j'avais peut-être trouvé ce qui me manquait le plus. Une vraie famille, fondée non pas sur l'obligation du sang ou la peur de perdre un héritage, mais sur des liens authentiques forgés dans l'épreuve et la vérité. Le test avait révélé le pire, mais aussi le meilleur en chacun de nous. Il avait fallu cette crise pour que mes fils commencent enfin à devenir des hommes, pour que je commence enfin à devenir un vrai père. Et Catherine, ma fille non biologique, celle qui n'avait jamais porté mon nom, avait été le catalyseur de cette transformation. Comme quoi la famille, la vraie, n'est pas toujours celle que l'on croit. À tous ceux qui me regardent en ce moment, je voulais prendre une pause pour vous dire combien cette histoire continue de me toucher. Les relations familiales sont souvent complexes, tissées de non-dits, de blessures anciennes, mais aussi d'un amour qui peut tout surmonter si on lui en donne la chance. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'évolution de Pierre et de ses fils. Pensez-vous qu'un tel pardon est possible après une trahison? Avez-vous déjà vécu des réconciliations que vous pensiez impossibles? Partagez vos expériences dans les commentaires, car c'est en échangeant nos vérités que nous grandissons tous ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos histoires de vie qui touchent au cœur de nos expériences humaines les plus profondes.